bonsoir à tous selon le pays et à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Bola Latina ou bien la FC Corner. Ne remarquez-vous rien ? J'espère que si, chers amis, car nous inaugurons aujourd'hui le tout nouveau matériel d'enregistrement des podcasts de Lucarne Opposé. Et oui, une qualité d'écoute améliorée, un contenu qui ira désormais droit au but, puisque vous trouverez l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site, ainsi que dans l'Express, présenté par Nicolas Cougo et disponible sur YouTube. C'est donc paré de ce nouvel équipement flambant neuf que l'équipe d'Efrika se penchera aujourd'hui sur le berceau du Paradou Athletic Club, tout jeune club algérien d'à peine 24 ans, qui s'y connaît en termes de nursery car il est actuellement reconnu pour son centre de formation, l'un des rares du continent répondant aux exigeantes normes internationales. Une pépinière dont la Ligue 1 française récolte cette saison quelques fines fleurs en la personne de l'Aiglon, Youssef Attal, ou de l'Hermine, Rami Bensebaini. Derrière cette réussite se trouve un personnage que le continent connaît bien, et réciproquement d'ailleurs, Jean-Marc Guilloux. Alors pour en parler, je suis accompagné, comme d'habitude sur Efrika, de Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu Pierre-Marie ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, quel plaisir, quel honneur d'inaugurer les podcasts live de Lucarne Opposé, c'est un immense honneur. Et oui, car aujourd'hui, du coup, on a pu faire un vrai plateau, c'est-à-dire que nous sommes physiquement les uns en face des autres pour la première fois. On pourra peut-être même mettre des photos pour immortaliser ce moment. Pierre-Marie, je te pose la question à chaque épisode d'Efrika. Comment vont les jeunes de la Bisport ? Eh ben écoute Simon, tu fais bien de poser la question parce qu'ils vont plutôt pas mal. On les avait laissés avant le championnat de 3ème division béninoise qui devait commencer, qui tardait même à commencer. Et puis là on en est à la fin de la phase aller. Je t'avais dit qu'ils étaient plus ou moins favoris. Ils ont assumé leur statut, ils ont terminé en tête de la phase aller, 10 matchs je crois, avec une défaite, 3 matchs nuls. Tout le reste ce sera que des victoires. Et puis surtout l'équipe est portée par un joueur qui est en train d'exploser complètement cette saison, Romari Kamoussou. Bon, je dis son nom, forcément ça parle à personne, peut-être j'espère pour lui que dans le futur. J'espère pour lui que dans le futur son nom parlera un petit peu plus, mais c'est incroyable, il a mis déjà 11 buts, donc voilà, plus d'un but par match. Sachant que les autres derrière lui sont à 4 buts, 5 buts, parmi les meilleurs buteurs des autres équipes, donc c'est une performance assez incroyable et vraiment on est content pour eux, on espère qu'ils vont pouvoir assurer la deuxième partie de saison sur le même rythme et pouvoir essayer d'atteindre leur objectif qui s'était fixé, qui était malgré tout un petit peu, même si on pouvait y croire, c'est un objectif un peu élevé pour des jeunes comme ça, de se dire qu'ils peuvent viser la montée en deuxième division. Justement, en plus on va parler d'un cas un petit peu comme ça avec Paradou, donc voilà, maintenant il y a encore 2-3 mois de compétition. Moi je touche du bois, j'espère qu'ils vont continuer comme ça et que je pourrai donner des encore meilleures nouvelles la prochaine fois. Et Efrika et Lucarne Opposé touchent du bois aussi pour eux, ma foi. Et je ne suis pas, il n'y a pas que toi, Pierre-Marie, puisque qui dit Efrika dit Pierre-Marie, mais dit également, comme toujours, Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir Pierre-Marie. Honoré d'inaugurer le nouveau matériel de ce cher podcast qui, je l'espère, va nous faire changer de dimension. Ah, mais c'est indubitable, c'est indubitable. On en profite pour faire un petit coucou à notre hôte du jour, car il fallait bien quelqu'un pour recevoir ce premier podcast, puisque maintenant il y a une présence physique, une émission physique. Il s'agit de monsieur Jérôme Le Signe, que vous avez l'habitude de voir aux manettes des comptes rendus du championnat uruguayen, derrière tous les articles du magazine sur l'Uruguay, et c'est la voix que vous entendez quand on parle de l'Uruguay dans nos podcasts Bola Latina. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Jérôme ? Non, il est timide. On peut quand même dire aux auditeurs qu'il est avec un maillot du Flamengo, lui le grand supporter de Peñarol. Oui. Donc, en tout cas, on est très bien reçus, c'est chez Jérôme. Merci beaucoup à toi. Allez, revenons-en à nos moutons et faisons déjà un rapide point sur le championnat algérien. Après 25 journées, c'est l'USM Alger qui domine les débats, devançant de 5 points la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, et de 6, notre sujet du jour, le Paradou AC. Farouk, est-ce que tu peux nous donner en un petit mot quelle est la situation du championnat algérien ? La situation est difficilement lisible actuellement du fait de
de la situation politique dans le pays qui a reporté pas mal de matchs et du fait aussi des obligations continentales de certains clubs qui ont un petit peu décalé le planning. Pour l'instant, il y a pas mal de matchs en retard qui sont en semaine, mais le suspense reste entier entre plusieurs candidats comme la JS Kabylie, comme l'USMA, le MCA et le Paradou Athletic Club qui n'a pas dit son dernier mot dans la course au spot africain. Au spot africain. Eh bien, parlons donc du PAC, créé en 1994 par un groupe d'amis, comme c'est souvent le cas, dans le quartier d'Hydra, dans les hauteurs d'Alger, HYDRA. Les jaunes et bleus gravissent rapidement les échelons pour atteindre l'élite au bout de 10 ans seulement, en 2004. Mais ils sont relégués rapidement également en 2007. Les passistes ne retrouveront la première division qu'en 2017, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Mais alors, pourquoi Paradou ? Eh bien, Paradou désigne en occitan, je ne sais pas si vous le savez, l'emplacement d'un moulin, d'où l'emblème du club orné d'un moulin. Je vous le donne en mille. Mais on ne va pas s'endormir sur des histoires de meuniers. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des singularités bien plus fines que ça. Farouk, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Le Paradou Athletic Club existe depuis 1994, mais a connu une vraie révolution et un changement de dimension à partir de la fondation de l'Académie, qui a fêté cette année ses 12 ans. L'Académie a été fondée avec l'idée de prendre des jeunes prometteurs et de développer, dans des principes de jeu précis, plusieurs générations dans le but de les faire jouer ensemble et de la même manière, en passant les échelons des catégories d'âge du 17, U19, U21, avec l'idée de les faire jouer en équipe première. La première génération dont est issu l'actuel joueur de Rennes, Rami Bensebaini, et l'attaquant prolifique du Paradou actuel, Zakaria Naïdji, a été prise en main en 2007 par le regretté neveu de Jean-Marc Guillou, Olivier, qui était en charge de la première génération, qui ne tarissait pas d'éloges sur cette première génération. Les générations sont développées avec l'idée, dans un premier temps, de les faire jouer dans les catégories de jeunes, puis pas nécessairement de les faire jouer en équipe première, mais de les prêter dans d'autres clubs pour qu'ils s'aguerrissent. Donc la remontée du Paradou est principalement due d'abord aux vieux briscards qui ont entretenu un petit peu la dynamique pour grimper les échelons jusqu'en première division, jusqu'à la belle dynamique de ces dernières années, où on voit les générations qui ont très bien joué en U19 et U21 jouer tous ensemble en équipe première, et les fruits sont récoltés de différentes manières. D'abord, l'équipe actuelle, qui est toujours en course pour le titre de champion et qui a 22 ans d'âge moyen et qui implique... C'est très rare, c'est très jeune, mais c'est très rare. Plus jeune équipe de la première division algérienne, plus petit budget et en course pour le titre de champion avec le plus beau jeu, avec les générations inférieures qui sont tout aussi enthousiastes parce que les U21 sont deuxièmes de leur championnat, les U17 et U19 sont premiers de leur groupe régional, parce que pour les U17 et U19, les groupes de championnat sont un peu en mode saison régulière, sans play-off, et il n'y a que la Coupe d'Algérie pour sacrer un club, entre guillemets. Et les fruits sont récoltés de par l'exportation de certains joueurs, à savoir Bensebaini, Youssef Attal, le cas de figure un petit peu différent, parce que... Passé par Courtrai. Et puis surtout, il a fait plusieurs clubs en Algérie, dont la JS Kabylie, avant que l'étape décisive au Paradou fasse office de post-formation, et qu'il a fait passer ce cran supplémentaire qui lui a permis de sortir en Europe. Mais sur la démarche globale du Paradou, on peut citer aussi El Melali qui est à Angers, et Méziani qui fait maintenant, on l'espère, les beaux jours de l'Espérance de Tunis. Donc, du Paris. Ah non, il est avec un passage par Le Havre l'année dernière. Il est passé, ça n'a pas été concluant, et il est repassé en Algérie avec cette fois-ci l'idée d'avoir des trajectoires similaires à certaines autres perles du football algérien, comme Djabou, comme Belaïli, comme Bounedja, qui ont trouvé en Tunisie une manière de voir leur carrière prendre un nouvel élan. Et oui, on rappelle que Bensebaini est le premier transfert direct de Paradou vers l'Europe, vers un des gros clubs, donc en l'occurrence Rennes pour 2 millions d'euros si je me trompe, si je me trompe pas, parce que oui, voilà, en effet, Attal était passé par Courtrai, il est passé de Paradou à Courtrai, puis à l'OGC Nice. Et il me semble aussi qu'il y a eu quelques essais chez des grands clubs européens.
également, mais qui était en parallèle avec la démarche de poursuite de post-formation, et c'est vraiment au Paradou que le style, qui est très plaisant quand on regarde le Paradou jouer, basé sur des recherches permanentes de mouvements au milieu de terrain, 2 attaquants qui prennent la profondeur, les dédoublements pour faciliter les choses pour les ailiers. Ça a permis à Attal de s'épanouir et vraiment monter en puissance, et ça permet aussi aux nouvelles perles de l'équipe actuelle de vraiment s'épanouir, et en plus d'être convoqué en équipe nationale, vous ne tarderez pas à entendre parler d'eux, que ce soit l'attaquant Zakaria Naïdji, que ce soit les milieux Zorgan et Boudaoui. Et ça, c'est la génération actuelle, la 99. La génération actuelle. Et oui, c'est la génération actuelle, et tu parles de style marqué, un peu à la façon Masia, de style marqué depuis le début de la formation. Ça, c'est le marqueur d'une formation particulière et d'un homme qui est Jean-Marc Guillou, qui s'est occupé de mettre en place cette formation, ce système de formation au sein du Paradou. Alors Jean-Marc Guillou, c'est quelqu'un de très important pour le football africain, pour le continent africain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il représente en Afrique, Jean-Marc Guillou, Pierre-Marie? D'abord, Jean-Marc Guillou, c'est un ancien joueur, notamment qui a beaucoup joué du côté de Angers. C'était un numéro 10, c'était un joueur qui était assez fantasque et qui collait pas vraiment avec les standards de l'époque, parce que c'était pas encore l'équipe de France de Michel Platini, avec Hidalgo en entraîneur, avec le carré magique, tout ça. On était un petit peu avant ça, et son style de jeu contrastait un petit peu avec ce qu'il faisait à l'époque, donc il n'a pas forcément eu la carrière de joueur qu'il aurait pu mériter vu son talent. Mais voilà, ce qu'il a apporté ensuite au football, notamment en Afrique, montre un petit peu le talent et la vision qu'avait ce joueur-là, peut-être en avance de tout le monde. On peut considérer que c'est un pionnier de la formation du football en Afrique, même s'il n'est pas le premier, parce que je crois que du côté du Cameroun, les brasseries avaient déjà monté une académie à la fin des années 80. Et Jean-Marc Guillou, lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 93. Et là, c'est le début de la Mimo Sifcom, l'académie qu'il a créée en faisant un partenariat avec un opérateur économique, la société Sifcom, et la SEC Mimosa, qui est toujours et qui était déjà à l'époque un grand club du continent africain, et peut-être le plus grand club de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Donc voilà, je vous invite à relire, je crois que c'est le magazine numéro 3 du Carnet Opposé, que c'est le numéro 3, on avait traité de la formation, où justement on avait parlé de la SEC, on avait parlé un petit peu de cette génération-là, la génération qu'il a formée. C'est le 4. C'est le 4. C'est le 4, merci. Le 3, c'est le spécial Coupe du Monde. Donc je vous invite à voir en tout cas ce magazine numéro 4 qui était très intéressant, et puis dans lequel on parlait notamment de la méthode de Jean-Marc Guillou au travers de l'académie du tout-puissant Mazembe, parce que vous allez voir que Jean-Marc Guillou, il n'a pas uniquement laissé ses traces en Côte d'Ivoire ou en Algérie. Donc la Côte d'Ivoire, il y est allé en 93. Il faut se remettre, on n'est même pas encore à l'arrêt Bosman. Alors 93, il me semble... Non, on n'y est pas encore. On est oui, même 95, l'arrêt Bosman. On est avant l'arrêt Bosman, et lui, il décide de partir en Afrique et d'aller former les joueurs parce qu'il sent que là-bas, il y a quelque chose, il y a un talent, il y a quelque chose qui est différent, et puis surtout, il a accès à un environnement dans lequel il va pouvoir mettre en place une méthode que la France n'accepte pas. Parce que le style de jeu que prône Jean-Marc Guillou n'est pas forcément celui que la DTN de l'époque demandait aux entraîneurs. Donc il est parti là-bas et il a mis en place un système de formation, une méthode de formation avec des entraînements. La fameuse méthode Guillou, est-ce que tu peux nous en parler de cette fameuse méthode Guillou? Encore une fois, je vais inviter nos auditeurs à essayer de se procurer ce magazine numéro 4, parce qu'on en parle vraiment, mais je vais quand même en dire un petit peu. Donc cette méthode Guillou, elle a la particularité, donc remettez le contexte, on est en 93, elle a la particularité de mettre en avant les qualités techniques des joueurs, la créativité, l'inventivité, un petit peu l'amour du beau jeu, la recherche du beau jeu, l'esthétisme, la recherche de quelque chose justement que Jean-Marc Guillou essayait de produire quand il était joueur, et au détriment du physique, au détriment des qualités athlétiques. Ça me fait penser à ça directement. Ça met quand même bien à mal l'idée du joueur africain athlétique, un petit peu aux dépens de la technique. Complètement. Cher à Willy Sagnol, pardon. En tant que supporter de Bordeaux, je me dois de le rappeler à chaque fois quand même. C'est une belle boulette de sa part. En tout cas, donc lui, il a une méthode qui
fait travailler les jeunes sur la technique et sur leur créativité, leur vision du jeu, leur compréhension du jeu. Ça passe notamment par des spécificités qui se sont peut-être développées ailleurs que dans les académies Jean-Marc Guillou, mais faire entraîner les jeunes pieds nus, par exemple. Je sais que c'est quelque chose qui est sorti. C'était connu que Guillou faisait entraîner ces jeunes pieds nus. Pourquoi ? Justement pour les forcer pour avoir une vraie relation avec le ballon. Puis ensuite, c'est parce qu'ils jouaient pieds nus face à des joueurs qui étaient en chaussures, parce que quand ils jouaient des matchs, ils jouaient aussi pieds nus. Donc ça devait leur permettre aussi aux joueurs d'éviter les contacts et d'essayer de privilégier la piste technique au lieu de la piste physique, parce que quand vous allez mettre le pied face à un gars qui a des crampons sur un terrain peut-être qui était en terre à l'époque, fallait avoir beaucoup de courage et peut-être un peu de folie. Et donc il y avait notamment ces méthodes-là. Ça passait aussi par des exercices très complexes, techniquement très complexes, que les joueurs ils doivent s'entraîner pour y arriver. C'est pas inné, on va pas leur demander de faire quelque chose qu'ils peuvent faire. On va leur demander d'essayer de faire quelque chose qu'ils arriveront à faire un petit peu plus tard. Et autre spécificité de cette méthode-là, c'est notamment, c'est lié aussi probablement beaucoup au contexte de l'époque. On n'a pas forcément beaucoup d'autres académies en face, pas forcément comme c'était en pionnier, il n'y avait pas de football de jeunes, c'était uniquement du football de rue. Donc il a dû faire une méthode où il n'y avait pas forcément de match, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de championnat. Donc ça a été pour les académiciens de Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a eu beaucoup de matchs amicaux contre les équipes premières de la SEC. Ça me fait les penser, enfants jouaient contre les adultes. Tout ça, ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, à un film, le nom du réalisateur m'échappe, mais bien sûr, il y a Benoît Poelvoorde dedans. Les Rayures du Zèbre, exactement, qui est un très beau film sur la relation entre l'Europe du foot et l'Afrique du foot, la relation agent, joueur, le côté un peu négrier de toute cette gestion des joueurs venant d'Afrique par des agents européens, où il y a en effet une scène où on voit Benoît Poelvoorde, alors je sais pas si son personnage se réclame de Guillou, c'est pas dit dans le film, mais en tout cas conseiller à des jeunes joueurs d'enlever leurs chaussures pour jouer nu-pieds et avoir un jeu plus naturel qui leur correspond un peu plus. Et c'est aussi, d'ailleurs on le voit parce que ce sont des matchs un petit peu clandestins, des matchs un peu de l'après-midi sur de la terre battue. Ça paraît un peu cliché comme ça, mais ça n'en est pas forcément un. Non, c'est une réalité, il n'y a pas de compétition pour les jeunes. Même quand on est en 2019 aujourd'hui, il n'y a pas de championnat pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Alors que, Côte d'Ivoire en 93 avait déjà l'académie Jean-Marc Guillou. Pour revenir un petit peu, pour sortir un petit peu de la méthode, pour montrer l'importance qu'a eu cette personne-là, parce que son influence va aller bien au-delà de sa personne, je pense que c'est Jean-Marc Guillou qui a démocratisé la formation en Afrique. Si aujourd'hui on va à Abidjan, il y a des centaines et des centaines de centres de formation, d'écoles de foot, de clubs, de ce que vous voulez qui se vend comme une académie. Et ça a été rendu possible par Jean-Marc Guillou parce que la visibilité qu'il a offert à ces jeunes-là, ces jeunes Ivoiriens, a surpris tout le monde quand ils sont arrivés en Europe. On peut donner une petite liste là rapidement. Aruna Dindan, pour faire plaisir à notre hôte Jérôme l'ancien Lensois. Qui est Lensois et qui est supporter sang et or. Et non pas sang et or de l'Espérance Tunis, puisqu'on est sur Africa, mais sang et or du Racing Club de Lens. Et donc Aruna Dindan, ça c'était pour le clin d'œil. Sinon, surtout les noms qui restent, c'est Yaya Touré, son frère Kolo, Gervinho, Didier Zokora, voilà. Emmanuel Eboué, enfin voilà, il y a toute une liste. On va pas vous faire le listing de tous les joueurs que Jean-Marc Guillou a formés parce que ce serait incroyable. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire a participé à la Coupe du Monde. Sur cette génération-là, 70% de l'effectif était issu des académies Guillou. Et ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup parlé du coup, on a bien compris que le début, en tout cas, de la formation Guillou est très ancré en Afrique subsaharienne, en tout cas, et l'ancienne Afrique française, je vais dire, subsaharienne, encore une fois. Mais du coup, là, on parle, notre sujet du jour, c'est un club algérien. Alors, Farouk, comment Jean-Marc Guillou est arrivé au Maghreb ? Ça fait partie de la même démarche que nous, qui a été décrit au départ pour la Côte d'Ivoire et qui a fait ses preuves, que ce soit sur le style avec des contraintes spécifiques, monter crescendo dans la méthodologie, d'abord 4 contre 4 pieds nus, puis une fois maîtrisé les petits espaces, commencer à jouer sur des espaces plus grands avec des oppositions 6 contre 6, 7 contre 7, etc.
Ça a séduit, on en a parlé pour l'idée du TPM, pour augmenter la maîtrise technique des jeunes. Ça a inspiré pas mal de pays et on retrouve pas mal de choses de ces méthodes qui, chez le Paradou, par exemple, les catégories de jeunes U19, U21 se perfectionnent en jouant contre des équipes pro contre des adultes pour s'aguerrir. Et ça vient aussi de la volonté des fondateurs, dont Khaireddine Zetchi, qui est l'actuel président de la Fédé. Ça fait partie des sources d'inspiration qu'il a vu qu'il a vu que la méthode fonctionnait un peu partout, de dire pourquoi est-ce qu'on ne transposerait pas ce style et ce savoir-faire en fondant une académie en Algérie qui va capter des jeunes et dès les 11-12 ans les faire monter avec cette méthodologie-là, répétition des exercices spécifiques, maîtrise des mouvements sur le terrain, essayer de créer beaucoup de danger chez l'adversaire, exercer une pression constante et prendre du plaisir à jouer et donner du plaisir aux spectateurs. Et c'est dans cette démarche-là que la volonté a été inscrite d'importer ce style, et c'est aussi en partie grâce à ça, pas seulement avec des formateurs locaux qui ont pris en charge la première génération, mais aussi le neveu de Jean-Marc Guilloux, que la première génération de l'académie, enfin des académiciens comme on les appelle, comme à la SEC, que les académiciens se sont développés. Oui, non, juste pour compléter un peu ce que dit Farouk, là, vraiment maintenant, la méthode Guilloux, c'est une marque déposée. Les gens contactent sa société, l'Académie Guilloux, pour essayer de le faire accepter un partenariat. Et Paradou a réussi parce que justement, son président avait des arguments. Il faut savoir qu'ils avaient déjà une académie avant que Guilloux arrive. Donc c'est la démarche aussi, voilà, qui a plu à Guilloux. Il s'est développé même en dehors d'Afrique puisqu'il est présent en Thaïlande ou au Vietnam, et c'est vraiment voilà, c'est une marque. On est venu chercher sa méthode parce qu'on sait qu'on va avoir tel taux de réussite, etc., qu'on va avoir ce style de jeu-là, etc. Voilà, c'est une méthode qui est reproduite d'un pays sur l'autre. C'est vraiment une marque déposée, quoi. Et malgré la reconnaissance au fur et à mesure des expériences qui ont bien marché, ce qu'on retrouve dans les différentes académies qui sont créées dans différents pays, le point commun, c'est l'effet de surprise quand vous avez des générations comme ça qui sont développées dans un cadre spécifique, qui sont élevées dans un cocon avec des contraintes tellement grandes qu'on ne sait pas à ce moment-là si c'est pire ou moins pire que ce qu'ils vont connaître en match. Ce qu'on retrouve, c'est l'effet de surprise. Une fois que la première fois que cette génération-là a l'occasion d'être plongée dans le grand bain et qu'on voit un peu les fruits de l'entraînement, à chaque fois, le premier rendu est très surprenant, que ce soit pour le Paradou, les premières prestations de l'équipe à 22 ans d'âge, quand on la voit justement tenir tête à des grandes écuries et vraiment les surpasser au niveau du jeu, ou que ce soit les premières générations de l'époque Guilloux à la SEC Abidjan, parce que la première génération qui a eu l'occasion de briller au niveau continental, c'est celle qui a été développée à la SEC à la fin des années 90. Et en 1999, à Abidjan, il y a eu la Super Coupe d'Afrique qui a opposé la SEC à l'Espérance de Tunis. La SEC qui avait gagné la Ligue des Champions en 98 avec des éléments confirmés, qui ensuite sont partis s'exporter en Europe. Du coup, c'est les jeunes académiciens qui ont pris le relais pour rencontrer l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis, ossature défensive de l'équipe nationale, des joueurs chevronnés qui ont des années d'expérience en Afrique, avec une doublette nigériane qui était censée vraiment faire peur à tout le monde. L'Espérance arrive à Abidjan, elle tombe sur qui ? Elle tombe sur une équipe de jeunes qui a pris le relais. Kolo Touré, 18 ans, Haruna Dindan, 19, Saka Tiene, 19, Gilia Piapo, 17 ans. Et cette équipe de jeunes a renversé l'Espérance de Tunis et a remporté la Super Coupe d'Afrique contre une équipe qui allait jouer les finales des prochaines Ligues des Champions, qui avait 10 ans de plus. C'est un cadre continental, l'Espérance de Tunis. Qui avait 10 ans de plus. Les joueurs avaient 10 ans de plus de moyenne, ils sont tombés sur des jeunes qui les ont surpassés. Une question que 3-1 le score. 3-1. Oui, c'est pas seulement surpassé, c'est vraiment surpassé. Une question que je me pose, c'est la question du style, puisque il y a
certaines différences entre le style de jeu en Côte d'Ivoire et dans cette région-là d'Afrique, d'autres avec il y a des différences entre le style de jeu en Afrique subsaharienne et avec le style de jeu au Maghreb, comme il y en a partout dans le monde, c'est culturel, on n'apprend pas le football de la même manière, c'est pas le même historique. Est-ce que la méthode Guillou est aussi malléable, aussi adaptable que ça pour s'adapter sans souci parce qu'on sait qu'elle a fait ses preuves du coup en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, et là, elle s'adapte parfaitement, sans problème au football maghrébin et algérien, a fortiori. Ma vision des choses, c'est que le style détonne et le style offensif, et on voit des choses qui sont vraiment communes avec celles des méthodes développées dans les autres pays, mais de mon avis personnel, ces joueurs qui deviennent des produits d'exportation, qui vont faire le bonheur de beaucoup de clubs européens, voire s'il y en a certains qui passent par une étape intermédiaire, ça donne une base technique qui est très importante. Mais de mon avis, si le produit fini, à savoir les joueurs, veulent rester en sélection, parce que venir en sélection, être convoqué, ce n'est pas une finalité en soi, il faut aussi qu'ils durent. Et à ce moment-là, il va leur falloir une compétence supplémentaire qui est de plus s'adapter à ce qu'ils vont pouvoir trouver dans des contextes d'équipe nationale. À savoir, par exemple, l'ancien joueur du Paradou, Benguit, qui est allé dans un grand club algérien, ou Méziani, qui est allé à l'Espérance de Tunis. Il faut cette étape où, pour compléter la formation, après avoir eu des bases techniques, des facilités d'élimination, dédoubler facilement avec un arrière latéral, vraiment avoir des bases techniques solides, il faut rajouter ce petit côté gestion des temps forts, gestion des temps faibles, qui est nécessaire pour réussir au Maghreb et qui sera un plus pour briller en Europe si jamais ces joueurs-là sortent. C'est pour ça que ce serait une excellente chose que le Paradou se qualifie pour la Coupe d'Afrique. Ce que j'allais dire, et pour briller sur le continent africain, on pense à la Ligue des champions africaine ou la Coupe des confédérations. Pierre-Marie l'a dit, l'influence de la méthode Guillou est allée bien plus loin que la SEC Mimosa. Elle s'est répercutée sur la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, avec cette fameuse génération que l'on a connue au début avec Drogba, etc. en 2006 et qui a même été du coup championne d'Afrique des Nations vous allez me le rappeler, 2015. C'est ça, sans Didier, c'est terrible. J'arrive pas, ça m'a traumatisé que Didier ne soit le chat pas... noir. Et Didier Drogba ne sort pas de l'académie Guillou, donc c'est vrai. C'est la Côte d'Ivoire remporte la CAN avec Yaya Touré comme étendard, comme star, comme capitaine. Donc c'est vraiment la victoire. Pour le coup, cette canne-là, c'est la victoire de Guillou. Totalement. Et de la Mimosif, parce qu'il n'était pas tout seul. Mais alors du coup, la question, c'est est-ce qu'on commence déjà à voir les effets du phénomène Paradou et de la méthode Jean-Marc Guillou en Algérie, au-delà du club, sur la sélection, sur les autres clubs, sur le championnat national, sur... C'est simple. Si on fait le bilan, sur ces 10 dernières années, il y a près d'une dizaine de joueurs qui sont convoqués en sélection algérienne et qui ont fait leurs preuves chez les jeunes, mais qui sont aussi maintenant chez les A. Zakaria Naïdji, l'attaquant de pointe, qui a fait des temps de passage au niveau statistique qui n'avait plus été vu dans le championnat algérien depuis plus d'une décennie, a eu sa chance récemment pour être convoqué. La version évoluée de Youssef Attal, c'est-à-dire Loussif, l'arrière latéral, a eu aussi sa chance, et je pense que ce ne sera pas juste un galop d'essai. Les milieux de terrain que nos confrères de chez DZ Foot, Walid Bilka et Mohamed pour les Moradji, citer, DZ Foot qui font toujours un très bon boulot sur le football algérien. Ils vont sortir un reportage vidéo qui sont allés voir. Il y a déjà quelques très bons articles sur le sujet. Et qui préparent aussi un reportage vidéo là-dessus. Ils ne jurent que par les milieux de terrain Boudaoui et Zorgan, qu'on va, je pense, revoir en équipe d'Algérie, qui pourra apporter vraiment un plus au niveau du milieu de terrain, au niveau de la créativité, au niveau de la capacité à couvrir plusieurs crans du terrain et à vraiment faire changer le milieu de terrain algérien de dimension. Ça se voit au niveau de ce nombre de joueurs qui sont convoqués, sans parler de ceux qui se sont exportés. Et au-delà, parce que là, du coup, on en revient au Paradou, mais au-delà du Paradou, est-ce qu'on commence à voir l'influence sur les autres clubs ou est-ce qu'on commence à voir que l'influence du phénomène, du phénomène Paradou et la méthode Guillou a une influence, je ne sais pas, sur la JSK, sur le Mouloudia, sur l'USM? Il y a certains clubs qui font un travail de formation qui est très intéressant, mais de plus en plus, dans la droite ligne de la politique actuelle de la Fédé algérienne,
L'idée, c'est de continuer à fonder des académies, pour retranscrire un petit peu le style dans l'idée de développer des générations en parallèle sur plusieurs catégories d'âge. Oui, le Paradou va en inspirer plusieurs. Plus d'un. Oui, parce que il faut pas non plus. Enfin, l'influence, il y a l'influence sportive. Je pense qu'elle est quand même limitée à l'académie dans laquelle il travaille, parce que justement, on le disait, c'est une marque déposée. Donc, Jean-Marc Guillou, lui, n'a pas intérêt à ce que les autres centres copient sa méthode. De toute façon, il essaye même au contraire de la De préserver. verrouiller. Mais là où vraiment il a une influence énorme en Côte d'Ivoire, ou peut-être que ça sera un petit peu plus compliqué en Algérie d'avoir la telle influence, c'est qu'il a montré à tout le monde finalement que le football était un business qui pouvait rapporter de l'argent, qu'on pouvait former des gamins, prendre des gamins dans la rue, au bord des terrains, enfin récupérer les meilleurs enfants, les former et les vendre en Europe pour de l'argent. Alors qu'en Algérie, on a quand même déjà... Voilà, la formation existait avant Jean-Marc Guillou. Lui, il a plutôt apporté voilà, sa vision du jeu, sa méthode à lui, la technique qu'il veut apporter à ses joueurs. Alors je pense que ça va influencer, mais je pense pas que l'Algérie ne puisse s'appuyer que sur ça. Il faut aussi d'autres types de joueurs. Comme tu l'as très bien dit, Farouk, il y a aussi un aspect mental qui est peut-être... voilà, qui peut peut-être pas arriver de Paradou parce que c'est pas l'USMA, parce que c'est pas un grand club, parce qu'il n'y a pas de derby, parce qu'il n'y a pas tout ça. Donc je pense que c'est un petit peu un tout qu'il faut faire. Et juste, j'ai quand même oublié un élément qui est très important dans la méthode Guillou tout à l'heure. C'est que, et ce qui fait la différence par rapport aux autres, et ce qui va peut-être influencer aussi les autres académies, c'est que quand ils font une détection, quand une académie Jean-Marc Guillou, on ne blague pas, pour Paradou, ils ont supervisé 20 000 enfants. Oui, Donc, c'est ils énorme. ont sélectionné, je sais pas, 8 ou 12 sur 20 000. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui va inciter les autres en se disant, bon, ben, il faut qu'on arrête les passes droits, il faut qu'on arrête de sélectionner, qu'on récupère le fils de l'intendant plutôt que le super bon gamin qui est peut-être supporter d'une autre équipe ou je ne sais quoi. Et en ça, peut-être qu'il va influencer et pousser la formation vers le haut. Mais après, de là à influencer sur le style de jeu de l'Algérie, etc., j'en suis pas aussi sûr quand même. Disons que la meilleure chose pour que l'Algérie tire le maximum du potentiel qu'elle a, c'est que toutes les parties puissent collaborer entre elles pour que ce soit un ensemble de composantes qui puissent à la fois servir pour les clubs pour briller en Coupe d'Afrique, mais aussi à l'Algérie de retrouver un niveau qui lui donne accès au dernier carré de la CAN. Donc à la fois ça va être le Paradou qui en inspire d'autres, avec le style de jeu, la capacité à faire monter des joueurs comme ça, mais c'est aussi aux autres clubs de s'inspirer, peut-être pas nécessairement avec la même méthodologie, mais aussi d'apporter leur savoir-faire pour que toutes ces compétences servent à l'équipe nationale. Alors, en parlant de savoir-faire, Khairdine Zetchi, qui donc a fait venir Jean-Marc Guillou en 2007 au Paradou, et qui est donc maintenant le président de la FAF, la Fédération Algérienne de Football, semble toujours aussi bien inspiré, puisqu'il il mène un grand projet de formation à l'échelle nationale, en prenant notamment l'arrivée d'entraîneurs espagnols sur les bancs des clubs algériens. Ça, c'est un effet de Paradou quand même. Ou portugais comme l'actuel. Ou portugais comme l'actuel, entraîneur tout à du fait. Paradou. Chalot. Et du coup, l'idée est aussi, je pense qu'une partie du présent florissant de l'Algérie est passée par la capacité à attirer des binationaux qui sont passés par la France et qui, peut-être parce qu'ils étaient barrés dans leur pays actuel, ont trouvé dans l'Algérie l'opportunité de briller au niveau international et ont renforcé. Il y a eu des belles générations. Mais ce qui avait été pointé par les anciennes générations d'internationaux, c'est que l'Algérie a un potentiel humain très important et qu'il faut pouvoir tirer le maximum de cette richesse en se donnant les meilleurs outils. Et c'est pour ça que la fédération actuelle tend vers cette tendance-là de dire le produit local, il faut qu'on le police pour qu'il puisse vraiment à la fois s'exporter et non plus voir des joueurs européens venir, mais à la fois nous, on envoie des joueurs en Europe pour briller, pour faire briller la sélection. Et c'est cette tendance-là dans laquelle s'inscrit la politique actuelle. Il y a juste, ouais, comme moyen de savoir si par exemple Paradou a influencé comme ça autant le football algérien, ça va pas être compliqué, il suffira de regarder les sélections, de voir où est-ce qu'ont été formés les joueurs, et quand on verra que l'Algérie a peut-être 60-70% de ses joueurs qui ont été formés localement, c'est que ça aura marché, parce que voilà, sans critiquer quoi que ce soit, la Côte d'Ivoire qui remporte la CAN, il y a très peu de binationaux dedans.
La Côte d'Ivoire qui participe à la Coupe du Monde, il y a très peu de binationaux dedans. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité de l'équipe. Alors qu'on regarde le Maroc à la dernière Coupe du Monde, c'est combien 95%, C'est 95%, un truc ouais. comme ça. Donc Ça voilà, prend je pas de pense local. qu'à partir de là, on aura vraiment, quand on verra l'équipe d'Algérie avec des joueurs formés localement, on pourra se dire que Il y aura eu Paradou ouais. a impacté le football local. Et je vais terminer sur une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que la vampirisation des championnats africains par l'Europe, comme ça a historiquement été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui, mais aussi également par les championnats du Golfe aujourd'hui, on avait fait un sujet là-dessus, Farouk, est-ce que c'est un frein, cette vampirisation? Est-ce que c'est un frein au développement et à la pérennité de projets tels que ceux du Paradou, tels que ceux de la méthode et des académies Jean-Marc Guillou? Pour moi, non, au contraire, c'est même une bonne chose parce que tous ces joueurs-là, faut bien les envoyer quelque part. Le championnat local, c'est bien. D'ailleurs, ce qui est bien avec Guillaume, c'est qu'il a toujours cherché à faire des partenariats, à donner de la visibilité à ses joueurs. Lorsque c'était la SEC Mimosa, il les a envoyés du côté de Beveren, en Belgique, où il avait carrément récupéré le club. Le club était à Guillaume, quoi. Donc, il a toujours essayé de les valoriser. Maintenant, c'est peut-être moins nécessaire. En ayant un club en première division algérienne, je pense qu'on a suffisamment de visibilité pour montrer ses joueurs et pour essayer de les faire partir. Mais non, je pense que c'est important. Et puis si on est amené justement à développer la formation, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs Et de la continuité. qui seront aptes et qui auront le niveau pour pouvoir jouer hors du championnat national. Donc non, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. C'est comme en France, hein, c'est pas tous les joueurs qui sortent et qui sont des Yaya Touré. Hein, il y en a peut-être un ou deux par génération, grand maximum, mais encore je pense qu'ils sont contents qu'il y en a deux par génération. Donc il faut aussi trouver du débouché pour tout le monde. Certains auront le niveau Ligue des Champions, d'autres auront le niveau Ligue des Champions européenne, d'autres peut-être Ligue des Champions asiatiques, d'autres Ligues des Champions CAF. Voilà, il en faut pour tout le monde. Faut toujours se rappeler que être joueur professionnel, c'est déjà avoir énormément de talent en soi. On est d'accord. Tous ceux qui ont tous les footballeurs amateurs ou pas qui nous écoutent, qui ont déjà affronté ne serait-ce que quelqu'un qui a évolué, je ne sais pas, en CFA, savent ce que c'est être un joueur déjà de haut niveau. Enfin voilà, sans être forcément professionnel, mais en tout cas pré-professionnel. La vampirisation que tu as évoquée est un problème quand il n'y a pas de continuité. J'avais discuté avec l'actuel entraîneur français du CS Constantine, Denis Lavagne, à l'époque où il était au Coton Sport Garoua au Cameroun. Il avait une génération très talentueuse, et quand elle a été pillée par les clubs européens, comme il n'y avait pas de continuité et que la génération d'après n'était pas autant mature, il y a eu un creux et ça a été fâcheux aussi bien pour le club que pour sa compétitivité. Mais là, comme on est dans une démarche où les générations se suivent, sont en train de jouer ensemble les joueurs jouent ensemble et sont préparés à l'échelon au-dessus, c'est dans l'ordre des choses qu'une génération va être pillée une fois qu'elle se sera fait suffisamment remarquer pour attirer l'attention de l'Europe. Et je pense que pour l'équipe actuelle du Paradou, c'est inévitable. Mais quand on a fait une politique qui fait bosser différentes générations successives comme ça, la continuité est entretenue et cette vampirisation sera moins problématique. Très bien, écoutez, je crois que c'est un très beau podcast, sans nous jeter des fleurs, que nous venons d'enregistrer là avec notre magnifique studio portatif, ces micros de top qualité. J'espère, chers auditeurs, que vous l'avez entendu, que c'était en tout cas que la qualité d'écoute était là. J'espère aussi que la qualité de contenu rédactionnel, éditorial était là. Je précise, notre cher hôte Jérôme Le Signe m'avait fait en off, en backstage, un petit correctif, en effet. Il s'agissait de Youssef Attal, c'est ça, Youssef Attal. Ben Sebaini est passé par Liers en Belgique. Voilà, Ben Sebaini, vous l'avez entendu en fond. Où avait entraîné le regretté neveu de Jean-Marc Guillaume. Voilà, Hier, Ben c'était Sebaini le club partenaire de Paradou, le même type que Beveren était le club partenaire de la SEC Mimosa. Voilà, donc pour récapituler, Ben Sebaini qui est donc passé par Liersk et un petit peu par Montpellier avant d'aller à Rennes. Merci beaucoup, Farouk. Merci aux auditeurs. J'espère qu'ils apprécieront ce podcast news. Et merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci à tous, merci à vous et puis merci à Lucarno Posé pour nous offrir des conditions aussi exceptionnelles. Ah, des conditions exceptionnelles, là on a du matériel professionnel. Pour tout vous dire, chers auditeurs, on a aussi un petit, quelques frugalités autour de cette table, de quoi se remplir la panse. Merci
Jérôme, encore une fois. Eh bien écoutez, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Voilà, j'en suis tout ému. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis.